Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je vais vous parler d'une stratégie combinée d'ablation de FA associée à la fermeture percutanée de l'auricule. Alors pourquoi fermer l'auricule? Tout d'abord, parce que c'est l'endroit où se forment plus de 90% des caillots dans la FA non valvulaire. Ensuite, pour les gens, les patients, notamment les patients âgés, il est peu utile, voire dangereux, surtout pour les patients en FA, avec un risque annuel d'AVC de plus de 4%. On sait que les techniques chirurgicales qui laissent souvent un défect par suture, en revanche, sont assez efficaces pour réduire les AVC post-opératoires et impliquent une chirurgie cardiaque concomitante. L'étude ALAS-3 a pu montrer en 2021 une réduction du risque d'AVC et d'embolie systémique de 33% en comparant des fermetures chirurgicales aux patients opérés de façon concomitante sans fermeture chirurgicale de l'auricule gauche. Par ailleurs, actuellement, à la suite d'une ablation, on ne peut pas arrêter les anticoagulants chez les patients qui ont un score de Schatzvask élevé, y compris avec un succès de l'ablation. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'une stratégie combinée percutanée? Le premier que l'on voit, c'est un arrêt possible des anticoagulants grâce à une diminution du saignement qui a été montrée par plusieurs études. C'est une intervention qui va utiliser le même abord fémoral droit, veineux, et une seule ponction transseptale qui va servir aux deux. Et donc, la ponction transseptale est déjà faite pour l'ablation de FA. Pourquoi ne pas fermer l'auricule à la suite de l'ablation? C'est une fermeture percutanée, donc avec des risques moindres qu'une stratégie chirurgicale ou hybride. Le scanner cardiaque que l'on fait pour l'ablation de FA pour reconstruire l'oreillette gauche est utilisable pour reconstruire l'oreillette gauche pour simuler le largage de prothèse et sizer la prothèse. Enfin, c'est quelque chose d'un petit peu spécifique quand on a des ablations itératives, des patients qui ont des oreillettes qui sont segmentées avec des lignes d'ablation multiples. Il est possible d'avoir un isolement électrique de l'auricule gauche qui va augmenter de façon très importante le risque embolique, y compris en rythme sinusal. Donc ça rend possible cet isolement électrique lorsque ce sont des FA très complexes à traiter. Alors quels sont les inconvénients? On a un geste plus complexe, un geste plus long, donc on a forcément potentiellement des complications qui se cumulent. Le temps passé dans l'oreillette gauche est augmenté, donc le patient va avoir une héparinothérapie élevée pendant plus longtemps et avec un risque de bulle, un risque de thrombus sur les gaines qui va être augmenté. Donc, outre ce risque cumulé, il y a des questionnements sur le risque d'insuffisance cardiaque car l'auricule gauche a un rôle de réservoir. Il sécrète des peptides natriurétiques et donc est-ce qu'il y a un risque d'insuffisance cardiaque plus important que lorsqu'on exclut l'auricule gauche? Certains auteurs ont décrit des œdèmes post-ablation, notamment dans la région du ridge, c'est-à-dire entre la veine supérieure gauche et la base de l'auricule. Et donc, on peut se retrouver à sous-tailler une prothèse à cause de cet œdème. Enfin, il y a des problèmes de coût, puisqu'en fait, on va avoir un hôpital qui est en général perdant sur le remboursement des prothèses et des actes. Enfin, il y a peu de comparaisons directes avec les AOD et on n'est pas sûr que les anticoagulants oraux soient inutiles après une fermeture de l'auricule gauche. Alors, lorsque l'on parle donc de stratégie combinée, il faut reprendre un peu la base de la fermeture de l'auricule gauche et PROTECT-AF, donc c'est la première étude et la plus large randomisée qui a été publiée en 2009 avec une extension du suivi à 4 ans qui a finalement montré non plus une non-infériorité versus warfarine, mais une supériorité avec une réduction du risque relatif de 0,6 pour décès cardiovasculaire, AVC, embolie systémique, une réduction de la mortalité toute cause et un bénéfice supérieur pour les patients avec un score de Hasbled élevé, âgés, plus de 75 ans, diabétiques ou en prévention secondaire d'AVC. Donc, si bien que la FDA, dès 2013, a émis un avis favorable pour les prothèses de fermeture d'auricule en alternative à la warfarine. Alors vous me direz la warfarine, d'accord, mais ce n'est plus le traitement de référence puisque aujourd'hui ce sont les AOD, mais on voit que la réduction de la mortalité est surtout liée à la réduction du saignement et notamment du saignement intracérébral dans PROTECT-AF.
Si on parle de stratégie combinée, on est obligé de parler de l'étude Option qui a été publiée l'an dernier, en novembre, et donc qui a comparé chez 1600 patients deux stratégies, fermeture de l'auricule gauche dans les suites d'une ablation de FA ou ablation de FA et anticoagulation orale. Il pouvait y avoir des AVK, mais il y a quand même 95% d'AOD dans cette étude. Le critère primaire de jugement était un critère d'efficacité sur la survenue de la mortalité des AVC, des embolies systémiques à 3 ans. Et l'étude rencontrait une non-infériorité pour la fermeture de l'auricule gauche de façon soit séquentielle, donc entre 90 jours et 180 jours après l'ablation, ou concomitante à l'ablation, donc comparativement aux anticoagulants. Et puis le critère primaire de sécurité montrait donc une supériorité pour la fermeture de l'auricule gauche avec la survenue d'événements de saignement grave ou de saignement non grave dans 8,5% pour la fermeture de l'auricule donc combinée versus 18% dans le groupe anticoagulant. Sur des critères secondaires de saignement grave, incluant les saignements périprocéduraux, à 36 mois, on avait une non-infériorité, 23% de réduction des saignements dans le bras, fermeture de l'auricule. À noter que tous les patients n'étaient pas concomitants, une majorité était séquentielle, mais quand même 41% de 800 patients avaient donc une fermeture concomitante pendant l'ablation, à la fin de l'ablation. Alors, si on parle donc d'un geste plus complexe, ça veut dire donc une organisation plus complexe, un échographiste disponible pour le TO, puisqu'on a vraiment besoin d'un échographiste chevronné. Ça veut dire une augmentation du temps passé dans l'OG, donc des risques cumulés potentiellement plus importants. Ici, c'est une étude publiée dans Heart-Rhythm cette année, étude dans laquelle on a pu participer, une étude ancillaire de Option, où on voit que naturellement, le temps passé dans l'oreille gauche est un petit peu plus important, le temps de fluoroscopie est plus important, c'est normal, mais en revanche, que l'on soit dans le bras concomitant ou séquentiel, le critère d'efficacité primaire atteint la non-infériorité et les critères de safety primaire atteint la supériorité, que l'on soit dans l'un groupe ou l'autre. On a eu également les résultats d'une méta-analyse de Junarta publiée récemment qui montre sur 8 études que l'ablation combinée à la fermeture de l'auricule gauche n'entraîne pas de réduction du taux de succès en termes de maintien du rythme sinusal et n'entraîne pas de surrisque en termes d'embolie systémique ou d'AVC ou de complications périprocédurales. Qu'en est-il des autres risques et du risque de l'insuffisance cardiaque? Alors, pour répondre à cette question, on a cette jolie étude donc, de Chirurgical LAA-OS3 de l'équipe Daly et de Crisey d'Ontario qui montre que, en fait, sur une très grosse population chirurgicale donc, qui ont eu de façon concomitante soit rien, donc pas de fermeture de l'auricule gauche, soit fermeture de l'auricule gauche, plutôt par suture, eh bien, il n'y a pas d'augmentation significative des hospitalisations pour insuffisance cardiaque ou des décès par insuffisance cardiaque. Quand on parle de complications, il y a les complications qui sont communes à la fermeture de l'auricule gauche et à l'abord fémoral donc pour une ablation de FA. Ce sont les complications vasculaires, les bulles, les AIT, les AVC, les épanchements péricardiques. Et il y a les complications propres, donc thrombose de prothèse, qui sont des prédicteurs puissants d'AVC ou d'AIT plus tard, qu'on peut découvrir sur des scanners de contrôle. Les déplacements de prothèses, heureusement très rares, mais qui sont très embêtants parce que ça veut dire une CEC à chaque fois et un très haut risque de mortalité, en tout cas pour les patients qui sont les cibles de la fermeture de l'auricule gauche habituellement, peut-être moins pour l'ablation de FA parce que les patients sont plus jeunes. Et enfin, les fuites périprothétiques. Alors justement, cette étude chinoise de Zhu qui montre que après ablation par radiofréquence, il y a une différence significative en termes de compression du device. En fait, on analyse la stabilité du device en faisant des tractions, mais aussi de la compression qu'on mesure par rapport à la taille au repos et à la taille comprimée. Et en fait, cette compression à 6 semaines est moindre dans le bras concomitant
que dans le bras fermeture de l'auricule seul. Et donc, ça fait penser qu'il y a peut-être un risque de déplacement accru et qu'il y aura plus de leaks, donc de fuites périprothétiques significatives. Alors, c'est vrai, mais c'est vrai surtout pour les prothèses implantées à l'ostium et moins vrai pour les prothèses implantées plus profond. C'est sans doute une raison de surtailler la prothèse ou de faire les mesures aussi au début de la procédure et pas à la fin de la procédure d'ablation. On voit là ici pas d'œdème et ici de l'œdème. Et c'est probablement moins vrai pour les techniques plus récentes d'électroporation qui donnent moins d'œdème et la cryo qu'on a utilisée pas mal de fois pour les procédures concomitantes puisque c'est une technique qui va vite pour des patients souvent fragiles. Enfin, une petite remarque, une prothèse, et notamment une prothèse très ostiale ou un gros disque, peut gêner une réablation si le patient refait de l'AFA ou du flotteur. On peut avoir des difficultés pour un flotteur gauche, par exemple, pour aller appliquer des tirs de radiofréquence dans cette zone. Alors, si on compare à la chirurgie, quels sont les taux de succès et les risques de la chirurgie? On voit que dans cette étude, cette méta-analyse, la chirurgie hybride de F1 qui consiste à clipper l'auricule gauche et à segmenter l'oreillette gauche a de bons résultats à 5 ans, de l'ordre de 80% pour des fibrillations de longue durée, donc qui sont très difficiles à ablater pour nous, et sous antiarythmique et plus 70% sans antiarythmique, avec des risques chirurgicaux qui sont une mortalité un peu plus importante dans 2 pour 1000, conversion en sternotomie pour saignement dans 3 pour 1000 et réopération pour saignement dans 1,6%. Ici, vous avez l'exemple d'un atriclip, donc en fait, où l'auricule est complètement clippé, ischémié, et donc il va être non seulement exclu totalement sans matériel intracardiaque, donc sans matériel métallique, et par ailleurs électriquement déconnecté, puisqu'en fait, il y a une ischémie de l'auricule qui s'installe. Concernant le coût de la procédure, c'est aussi un inconvénient et l'hôpital est perdant et je vais y revenir. En fait, c'est bien pour le patient, mais ça coûte plus cher. Alors, même si les études médico-économiques publiées déjà il y a une dizaine d'années étaient assez en faveur pour la société et pour la caisse de sécurité sociale et pas pour l'hôpital, en fait, c'est plutôt gagnant. À partir de 8 ans, si on compare au dabigatran, on coûte à peu près la même chose. Et à partir de 10 ans, on est à peine plus cher que la warfarine. Et si on regarde, donc c'est en prenant en compte donc, le coût du matériel, mais aussi les complications, les AVC, les saignements liés au traitement anticoagulant au long cours. Alors moi, j'ai fait mes petits calculs, j'ai regardé un petit peu ce qu'on avait en France, et en fait, alors on a des médicaments qui sont relativement chers, qui ont 15 ans et donc qui commencent à être génériqués. L'Eliquis n'est pas encore génériqué. Mais on a une prothèse qui est remboursée sur la liste des produits et prestations remboursables à 4 417 €. Donc elle n'est pas facturée à l'hôpital puisqu'elle est sur la liste LPPR. Si on regarde un peu rapporté au coût annuel de l'Eliquis, il faut à peu près 6 ans pour atteindre le point d'équilibre. Pour le Xarelto, c'est 7,4 ans. Il n'y a que 28 comprimés dans une boîte de Xarelto. Les patients vous le rappellent souvent. Le Rivaroxaban générique, donc il existe, c'est 30 comprimés pour 21 €, ça fait 17 ans le point d'équilibre. Le Pradaxa non générique, c'est 15 ans et le dabigatran générique, c'est 28 ans. Donc on comprend un peu la prudence de l'HAS et des autorités de tutelle pour le remboursement, en tout cas pour garder des bonnes indications. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'indications pour des patients fragiles qui ont une contre-indication aux anticoagulants. Alors, par ailleurs, la F1, actuellement, c'est un vrai problème. On est challengé sur la valorisation des coûts de l'hospitalisation et du GHS pour l'ablation de F1. À l'hôpital, on fait moins d'ambulatoires qu'en clinique. Et l'hôpital est perdant pour des hospitalisations de 2 jours, ce qui est la norme, je dirais, pour une fermeture d'auricule gauche. Et pour ce type de patients, donc il faudrait soit les faire en J0, soit les faire avec 3 jours d'hospitalisation pour qu'on perde moins d'argent. En gros, dans le GHS, vous avez une décotation de CCM qui saute, soit l'ablation de F1, soit la fermeture d'auricule. Enfin, il y a peu de comparaison directe entre donc fermeture et les AOD. Alors, on attend pas mal de l'étude Champion qui va probablement sortir prochainement ou en début d'année prochaine. On a quand même l'étude Prague, qui est une étude randomisée sur 402 patients, où on a étudié l'effet donc, de la fermeture d'auricule gauche versus un traitement par
AOD, essentiellement l'apixaban dans 95% des cas, eh bien, la stratégie fermeture d'auricule gauche, quelle que soit la prothèse, Watchman, Watchman Flex ou amulette, est non inférieure avec un traitement par double anti-agrégation pendant 3 mois, puis aspirine au long terme, comparativement à l'apixaban, en gros, pour un critère combiné d'événements cardio-emboliques et de saignement à 36 mois. Champion, donc je vais passer rapidement, il n'y a pas les résultats, mais les inclusions sont terminées. Le suivi à 36 mois sera disponible en novembre. Et donc, je pense que l'année prochaine, on va avoir des sessions avec des résultats un peu en avant-première. SHASVA supérieur à 2, randomisé entre NOAC ou Watchman, avec un suivi de 5 ans. On attend aussi beaucoup d'une étude qui va démarrer, qui démarre déjà, laquelle on souhaiterait participer. Donc, LAS fort, donc, qui est l'évolution donc, des études chirurgicales. Là, c'est percutané pour des patients à haut risque thromboembolique SHASVA 4, surtout des FA persistantes, et donc pour lesquelles on va randomiser soit la fermeture d'auricule gauche avec le traitement standard de soins, donc au moins 3 mois d'anticoagulation, puis après aspirine, versus traitement anticoagulant oraux moderne. Alors, pour l'HAS, les indications retenues restent classiques. Elles ont été révisées l'an dernier. On est passé de 4 de SHASVA à 2, 2,5, enfin en gros, SHASVA à 2 ou plus, et contre-indication aux anticoagulants, validée par une RCP. Donc, ce n'est pas comme ça, fermeture d'auricule, c'est validé en RCP. Et le refus du patient de prendre un traitement anticoagulant n'est pas une indication à la fermeture de l'auricule. Ceci va dans le sens des recommandations récentes de 2024 qui ne tiennent pas compte des études champions et options. Mais actuellement, seule la fermeture chirurgicale concomitante d'une ablation hybride est une recommandation de classe 2A. La fermeture percutanée de l'auricule gauche, c'est 2B pour les contre-indications aux anticoagulants chez les patients à haut risque thromboembolique. Et puis la fermeture chirurgicale concomitante d'une chirurgie chez un patient qui fait de l'AFA, par contre, c'est du 1 grâce à l'étude LAS 3. En conclusion, pas mal d'avantages à une stratégie combinée, diminution des saignements, alternative possible aux anticoagulants oraux. Il y a une supériorité qui est démontrée par l'étude option dans la réduction du risque de saignement, avec 41% de patients concomitants dans cette étude. Il y a une protection des AVC ischémiques et des embolies systémiques qui est similaire. En revanche, peu de comparaisons directes avec les AOD. Les recommandations stipulent bien que ce n'est pas vrai pour les CMH. On doit continuer les anticoagulants oraux après une fermeture d'auricule gauche pour les CMH. Et l'HAS souligne le fait que c'est uniquement en cas de risque de saignement ou d'impasse thérapeutique. Cette stratégie permet en une seule ponction transseptale de faire 2 interventions, une seule anesthésie générale. Donc c'est particulièrement attractif pour des patients très fragiles. Moi, je pense aux patients de néphrologie dialysés en attente de transplantation rénale pour lesquels on est appelé très souvent, qui ont une contre-indication temporaire à la greffe. Mais il faut, que ce soit les patients de dialyse ou de neurologie, qu'ils puissent avoir un traitement anticoagulant de 3 mois et un bolus associé d'héparine non fractionnée ou de Lovenox au bloc. Donc, qu'ils ne soient pas en train de faire une hémorragie intracérébrale lorsqu'on leur fait la fermeture d'auricule gauche. C'est le cas pour les patients d'ablation de FA. Ce sont des patients qui peuvent être anticoagulés. La PFA, donc l'électroporation, va tout à fait dans ce sens. C'est une ablation qui va plus vite, avec un peu moins de risques. Et ça se prête bien aux stratégies combinées. Donc il faut valider cette stratégie qui est bonne pour le patient, mais qui doit être validée par une RCP et faite au sein d'une hard team qui a l'habitude de ce type de procédure. La prothèse est sur la liste LPPR, donc le prix n'est pas impacté sur le budget de l'hôpital, mais globalement sur le GHS, l'hôpital est un peu perdant. Et enfin, on peut faire de l'isolation électrique quand c'est nécessaire, sur les ablations complexes ou multiples lorsque l'auricule est fermé. Donc ça nous rend service. Je vous remercie de votre attention. Merci Guillaume. Est-ce que vous avez des questions pour Guillaume Dutoit ? On a quand même l'impression qu'on reste avec des indications très conservatrices en France, en Europe, mais en France en particulier, alors que ça explose aux États-Unis.
en particulier, ils devancent les résultats des études à venir. C'est-à-dire qu'ils offrent le choix aux patients la fermeture de l'auricule gauche plutôt que les anticoagulants, si c'est le choix du patient. Est-ce que tu crois que c'est excessif? Parce qu'ils vont avoir du mal à revenir en arrière. Hein. Je pense, oui. Alors, on voit qu'effectivement, on est très en retard parce que dès 2013, c'était proposé en alternatif aux AVK. Donc, je l'imagine que même avec les AOD arrivant, ça n'a pas dû poser beaucoup de problèmes. Je pense qu'il y a un problème de remboursement. Aux États-Unis, tout est facturé, donc il n'y a pas de limite. Après, on voit que les recommandations européennes récentes sont quand même encore prudentes. Donc, à voir, mais je pense que ça va. Les indications vont bouger avec option et champion. Enfin, j'ai pas les résultats de champion, mais. Mais elles ne bougent pas avec nos collègues d'autres spécialités. C'est-à-dire que les gastro-entérologues ne nous envoient pas leurs malades, les néphrologues ne nous envoient pas. Les gastro-entérologues, ils peuvent toujours faire du plasma argon, il n'y a pas de problème. Oui, même quand ça ne marche pas. Après, je pense que c'est vraiment une histoire de réseau, Là, on va au staff RCP de Neurovasc, donc c'est des choses qui se passent très bien pour les FOP, les FAG. Enfin, il faut vraiment des équipes qui travaillent ensemble. Pour répondre à la question sur l'emballement américain, il y a beaucoup d'options aux États-Unis quand on regarde pour rembourser en tout cas le geste. C'est vrai que pour le système américain, quand on a un Américain moyen, qu'on a une assurance, c'est plus facile de se faire rembourser un geste par l'assurance, un geste d'une hospitalisation. Qu'ensuite avoir un traitement de 20 ans ou 30 ans d'anticoagulant, parce qu'on peut changer de mutuelle, changer d'assurance, avoir des revenus différents. Le prix du médicament peut changer parce que c'est libre marché. Et donc c'est vrai c'est plus simple d'avoir une intervention à partir du moment où on est dans le circuit du remboursement qu'un avenir un peu incertain avec le médicament. Donc c'est un peu différent de chez nous, hein, mais clairement il y a un appel de dire intervention versus médicament long cours. On va vous donner un micro. Merci pour l'intervention. Est-ce qu'il y a des limites morphologiques, anatomiques de l'auricule gauche, des patients pour lesquels on ne peut pas poser ces Oui, c'est une très bonne question et c'est l'intérêt du scanner préopératoire. Alors, pour une fermeture d'auricule gauche, souvent les patients ont un HDJ où ils ont et le scanner et le TO pour s'assurer justement de la morphologie de l'auricule, la taille. Enfin, il y a une limite de taille pour les prothèses. Alors, on a quand même des prothèses assez grosses, mais au-delà de 33 mm, ça va devenir risqué de poser une prothèse. Donc ça, c'est très important. Si on a une oreillette qui est tellement dilatée, un petit peu comme dans les valvulopathies tout à l'heure, c'est un peu trop tard. Ou alors, c'est d'abord chirurgical pour fermer l'auricule. Et puis, il y a des anatomies plus compliquées. Et donc, notamment l'auricule rétroversé. Donc, des choses qui vont faire qu'on va peut-être rajouter des complications à la technique qui était censée être simple, combinée. Et donc là, on a eu la question récemment d'un patient qui nous a un peu challengé sur justement les études, la fermeture de l'auricule, percutanée, pas percutanée. Et on a dit, faisons le scanner et après on vous répond. Bon, faut qu'on vous rassure quand même. Mais la plupart de ces patients, on arrive à fermer l'auricule avec une prothèse. Il y a des fois des très gros auricules multilobés où il faut 2 prothèses. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Et puis après, il y a des anatomies très particulières où, en effet, les prothèses se placent mal parce que vous n'avez pas assez de profondeur, par exemple. Donc, on va en avoir un bientôt comme ça qui a été un échec ailleurs et qui va venir chez nous. Mais globalement, ça se ferme assez facilement chez 95% des malades. Hein. Mais globalement, quand on est dans l'oreillette gauche, il faut compter un peu son temps. Et donc, il faut avoir des techniques qui sont efficaces et rapides. Donc, la cryo, c'était ce qu'on faisait volontiers avant. Là, maintenant, c'est l'électroporation. Et quand on commence à recapturer la prothèse, changer de prothèse, il y a souvent du thrombus sur les gaines. Là, on commence à transpirer un petit peu. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut avoir quand on a une ablation de FA simplex, quoi. Donc, il faut que l'anatomie soit favorable, que les choses soient bien cadrées.